Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que certains d'entre vous sont en train de finaliser leur voyage au Japon. Ça se rapproche doucement, mais sûrement. Oui, je le sais, vous êtes impatients, il y en a quelques-uns qui seront là pour les Sakura cette année. Et vous aurez sûrement même plus de temps que moi finalement pour apprécier cette saison qui est très très agréable. Même si ma favorite, vous le savez, moi c'est plus l'automne. Mais les Sakura, c'est quelque chose à faire. Moi, les 2 fois où je suis allé en voyage, c'était pendant la saison des Sakura. Et oui, aujourd'hui, dans le podcast du jour, on va parler de moi, étonnamment, parce qu'on parle souvent de moi. Je vais revenir sur un sujet que j'ai pas trop abordé finalement, j'ai l'impression au cours des 200 épisodes, j'en ai un petit peu parlé, mais pas fait un épisode, je crois, il me semble, spécial là-dessus, c'est sur ma vie sur place à Kyoto, au Japon on va dire, sans vraiment savoir parler japonais. Quand je dis vraiment, je pense qu'on peut enlever le vraiment, c'est sans savoir parler japonais tout simplement. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour ceux qui sont en panique de venir en vacances ou bien étudier en PVT, sans savoir parler, il faut pas... étudier en PVT, pardon. Étudier ou venir en PVT, parce qu'on n'étudie pas en PVT. Enfin, on peut étudier quelque chose pendant son PVT, mais voilà, il y en a qui viennent pour étudier ici, ou qui viennent juste en PVT. Donc sans savoir parler la langue, il faut pas que ça soit un frein, surtout en plus pour les vacances. On va résumer rapidement, mais on se débrouille vraiment très bien sans parler japonais. Avec les Google Translate, les Google Maps, le Pocket Wi-Fi, les cartes 4G, Internet toujours avec soi, bref, il n'y a pas vraiment de friction. Il n'y a pas vraiment de complications, vraiment de trucs vraiment très compliqués, surtout si vous avez en plus quelques petites notions d'anglais élémentaires pour les transports, vous retrouvez facilement et compagnie. Mais entre partir en vacances et décider d'y vivre, parce que oui, partir vivre dans un pays, c'est pas la même chose, et on partit vivre en plus dans un pays où on parle pas la langue du tout, c'est pas sur le papier la meilleure idée qu'on puisse avoir forcément, il faut l'avouer. Pour remettre le contexte pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient sur cet épisode en n'ayant écouté aucun podcast d'Explore Japon, c'est mal au passage, allez-y, écoutez, il y en a. Bon, vous avez de quoi faire et quelques mois, mais bon, ça vous permettra de patienter. J'habite donc sur Kyoto depuis maintenant environ 8-9 mois. J'ai déjà vécu ici 2 périodes, une en 2018 où j'étais étudiant pendant 1 an, où j'apprenais le japonais dans une école de langue, et une autre pendant 6 mois, fin 2019-2020, où là, j'étais un peu là en mode... j'essaye de faire ma vie ici, en visa tourisme, mais j'ai pas vraiment de plan, essayons quoi. En 2018, au bout d'1 an, j'avais quelques bases de japonais. Pas de quoi faire des conversations de ouf, Je l'explique souvent, et je sais que certains m'écoutent pas trop et comprennent pas trop en disant oui, quand même. Mais non, en 1 an de japonais, vous allez pas être bilingue, ni pouvoir communiquer de façon cool, genre pas être bilingue, mais pouvoir parler aisément et raconter votre vie. Non, vous parlerez comme un enfant, et encore. Bien sûr, ça va dépendre de votre appétence pour les langues. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour apprendre des langues. Il y a même de gros écarts parfois. Moi, je voyais dans ma classe, certains, au bout de 6 mois, étaient vraiment, mais vraiment pas bons. Non pas qu'ils soient bêtes, que ce soit des gens bêtes, mais juste que les langues, c'est pas leur truc. Vous savez, on a tous des choses où on est plus ou moins bons. Il y a des gens qui sont très forts en maths, puis il y a des gens, ça leur parle pas du tout. Il y a des gens, la logique, c'est voilà, ça va, puis d'autres pas du tout. Il y a des gens qui sont très organisés, d'autres qui ont le sens de l'organisation. C'est pas être bête de pas savoir faire quelque chose. C'est juste qu'on ajoute des comportements, des caractères et des choses dans notre cerveau qui sont différents. Et on est tous différents, il y a des choses où on est plus ou moins bon. Et donc cette personne, au bout de 6 mois, enfin ils étaient plusieurs, en faisant des efforts en plus, ils avaient du mal juste à dire « Bonjour, je m'appelle Brian et je suis allé au café ce matin » en japonais. Voilà, juste dire une phrase très basique, ils étaient incapables de le dire. Et d'autres qui entendaient juste un mot ou une phrase même complète une fois, eux ils étaient capables de la recaser n'importe quand en ayant entendu juste une seule fois cette phrase. Bon, moi c'était clairement pas mon cas. Moi, on doit me répéter au moins 45 fois un mot avant que je commence à l'assimiler. J'étais pas au niveau de Brian, j'étais, on va dire, au niveau dans ma classe, pas dans les meilleurs, mais pas dans les plus nuls non plus. On va dire que j'étais au milieu, quoi, en quelque sorte. Et ça, c'était en 2018. Donc il y a quelques années qui ont passé, où j'ai pu continuer d'étudier. Bon, non, j'ai rien fait, comme d'hab, comme plein de gens, vous savez, on dit « Ouais, moi, quand je vais rentrer, je vais travailler, je vais continuer le japonais. » Puis bon, au final, vous faites pas grand-chose. C'est les fameuses bonnes résolutions. Mais bon, c'est toujours le problème, faut trouver le temps, la motivation, puis il faut que ça passionne. Moi, autant j'aime la langue japonaise, j'aime écouter le japonais, etc. Autant apprendre le japonais, pas vraiment. Et on manque cruellement de temps libre. J'ai pas encore réussi à me caser régulièrement du temps pour m'y mettre. J'ai fait quelques tentatives dans le passé au fil des années, mais au final, ça n'a jamais marché. Et puis j'ai tendance en plus à oublier très vite.
Je connaissais par exemple environ 700 kanji, je crois, à peu près, après être sorti de l'école. Maintenant, je dois être capable d'en écrire aucun, et je dois en lire une centaine, grand max, je pense. Je sais pas, mais j'en lis pas énormément non plus. Bref, il n'y a pas de mystère, hein. Je pense que pour le japonais, il faut pratiquer tout le temps, tous les jours, et vraiment faire l'effort d'en faire tout le temps, sauf si vous êtes quelqu'un de très doué. Je le dis souvent aussi, hein, mais ceux qui n'étaient pas forcément bons en langue, mais qui réussissaient, il y avait des gens qui arrivaient, hein, qui arrivaient à parler japonais en n'étant pas très bons en langue. Moi j'en ai vu, certains qui n'étaient pas très bons au début des cours, et puis finalement, arrivaient à bien EP au bout d'un moment, c'est ceux qui sortaient dans les bars, qui parlaient avec des japonais. L'alcool, les dents à se lâcher. Je me souviens, ils parlaient super mal, hein, mais ils s'en foutaient, ils y allaient. Ils y allaient quand même si le mec en face il comprenait rien, et puis qu'il lui disait Watashi Genki Denwa, ça voulait rien dire, mais ils en avaient rien à foutre. Ils parlaient, il y avait d'inhibition, et puis mine de rien, à force de parler, à force de faire des choses, à force d'écouter, à force que parfois on se rend compte, et puis on a des tournures de phrases, ils epaient vachement en langue, ils avaient une aisance que d'autres qui étaient moyens, comme moi par exemple, n'allaient pas avoir, parce que moi j'allais pas dans les bars pour discuter avec des japonais, tout simplement. Mais bref, c'est pour remettre un peu le contexte et redonner un peu un petit retour d'expérience là-dessus, sur comment apprendre le japonais puis comment ça se passe. Surtout, je veux bien remettre en emphase que les gens qui pensent qu'en un an d'école de japonais, ils vont après pouvoir trouver un boulot dans une entreprise japonaise facile comme ça, en claquant des... Non, les gars, oubliez. Encore une fois, je dis pas que c'est pas possible. Il y a des gens qui vont avoir le niveau, qui vont vraiment être bons, qui vont vraiment être très bons, et qui vont réussir à apprendre, à apprendre facilement des langues, qui vont assimiler des langues facilement. Il y a des gens comme ça. Mais pour plein de gens, au bout d'un an de japonais, vous saurez pas discuter avec des gens, vraiment. Et donc vous faites pas des plans disant je pars de zéro, j'arrive en école de japonais, moi les langues, je suis pas trop nul, mais ça n'a jamais été mon fort. Et après je vais trouver un travail dans une entreprise au Japon, tout va être parfait, etc. Je dis pas que c'est pas possible. Il y a des gens, comme moi par exemple, qui vont au Japon sans parler japonais, mais vous ne dites pas que ça va être facile. Et surtout, vous dites pas... J'en discutais avec justement quelqu'un qui écoutait mon podcast et qui est venu à Kyoto faire une école de langue. Alors elle n'était pas dans cet état d'esprit de dire « Ah, c'est hyper facile, machin tout ». Non, mais elle était en train de me dire « Ah putain, ça fait un an et j'ai l'impression que j'avance pas, que je sais rien faire, que je suis nul, machin et tout, que je sais pas faire ». Je fais « C'est normal, on est nombreux à être comme ça. Au bout d'un an de japonais, et même au bout de 2 ans de japonais, au bout de 2 ans, moi j'ai des amis, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il est en école, il sait pas encore hyper bien se débrouiller. Lui, il me dira, parce que c'est quelqu'un de confiant, qui va me dire oui, j'arrive quand même à parler, machin et tout. Il vient bientôt, et je sais qu'il écoute ce podcast, il vient bientôt en mars. J'aimerais bien voir comment ça... Parce que là, il était revenu en France, mais il avait fait 3 ans de japonais. Il m'avait dit qu'il avait continué après le japonais. J'aimerais voir comment il se débrouille avec les gens, parce que je sais que moi, quand j'étais revenu en 2018, par exemple, 2019, 2020, c'était mon binôme, je l'adore, c'était moi qui devais commander. Puis quand on devait parler, il avait pas une aisance non plus de foufou, quoi. Mais bon, je sais qu'il comprenait mieux, etc. qu'avant, c'est normal, hein, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, on s'améliore quand même, hein, et c'est normal. Mais voilà, ça va dépendre de votre niveau, et ne surévaluez pas trop, ne vous donnez pas trop d'objectifs essayez de bien évaluer votre niveau, voire essayer d'apprendre le japonais le plus possible. Moi, c'est un conseil que je donne aussi, hein. Si vous avez le temps, avant de venir faire une école de langue, si vous voulez vraiment avoir du succès au Japon, rester au Japon, trouver une entreprise, etc., après votre école de langue, faites le plus de japonais avant de venir. Plus vous aurez de bagages, plus ça sera simple après ensuite, parce que voilà, si vous avez déjà fait 2-3 ans de japonais derrière vous, vraiment un peu intensif, qui vous permettra pas, quand vous allez arriver, vous n'allez pas repartir de zéro, mais vous allez voir que ce que vous pensez avoir un super niveau, moi ça me faisait toujours marrer, les mecs qui faisaient des licences de japonais, machin et tout, etc., qui pensaient être bons, ils arrivent au Japon, ils sont incapables d'aligner 3 mots. Ils sont bons à l'écrit, mais ils sont incapables d'aligner 3 mots en vrai. Bon, mais t'as quand même des bagages, ça te permet d'aller plus vite, ça t'apprend d'apprendre plus vite. Donc moi, c'est un conseil que je fais, si vous pouvez le faire, faites-le. Après, si vous partez de zéro et que vous voulez venir au Japon, vous pouvez le faire aussi, mais sachez que ce ne sera pas la voie royale. Surtout si vous n'êtes pas une star dans les langues, ça prendra forcément un petit peu de temps, et puis peut-être qu'à bout des 2 ans, ça suffira pas pour rester, il faudra faire autre chose, ou vous serez en mode galérien, ou peut-être que vous pourrez rester parce que vous serez marié et que vous travaillerez pas dans une entreprise japonaise, vous aurez fait autre chose. C'est possible, il y a d'autres voies. Attention, je ne ferme pas le truc, il y a d'autres voies. Mais il faut pas se dire en tête que ouais, je vais faire une école pendant 1 an, je connais rien, ou pendant 2 ans, et puis à la fin, c'est bon, je reste au Japon. Sachez que ça passe pas forcément comme ça pour tout le monde. Moi, il y a très peu de gens de mon école qui sont encore au Japon. La plupart sont rentrés. Il y en a qui ont pu rester, mais la plupart sont rentrés. Mais bref, on va revenir sur le sujet. Donc ça, c'était pour redonner un petit peu le contexte. Mais en gros, vous l'avez compris, on est en 2023 et mon japonais, il est super, super limité. En gros, je sais commander dans un resto, dans un café, je sais dire 2-3 trucs, mais je vais pas faire de conversation. Voilà, je vais pas faire de conversation. Et même dans un resto ou une boutique, parfois, on va me donner des mots que je connais pas, on va me sortir des phrases que je connais pas, on va me sortir de ma zone de confort en quelque sorte.
Et je comprends pas ce qu'on me demande. Ça m'arrive de temps en temps, assez régulièrement, parce que bref, je parle pas japonais, clairement. Mais alors, je voulais justement vous montrer c'est quoi la vie de quelqu'un qui parle pas japonais au Japon. Parce que c'est mon cas. Hein. Il y a des gens parfois qui comprennent pas aussi que je parle pas japonais. Ils pensent que je vis au Japon, je leur dis que j'ai fait une école de langue, donc pour eux, ce que je vous disais, hein, les gens qui pensent qu'au bout d'1 an on sait parler japonais, pour eux je peux me débrouiller partout, je fais des trucs, je fais ma vie. Non, ici, moi je ne parle pas. Je suis dans un monde où je sais dire 2-3 trucs, je sais commander, mais ça s'arrête là. Mais est-ce que c'est jouable de vivre comme ça? Est-ce que c'est pas trop inconfortable? Est-ce que finalement, oui, c'est sympa pendant quelques mois, mais on peut pas vivre comme ça toute sa vie? Voilà un peu des pistes que j'aimerais un petit peu répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, voilà, par exemple? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est trop compliqué? C'est quoi les limitations? Bref, on va revenir un petit peu là-dessus. Au début, si vous parlez vraiment 0 mot en japonais, vous connaissez rien du tout, ce qui était un petit peu mon cas. Moi, j'avais des bases, mais j'avais tout oublié en arrivant. J'avais fait des cours, mais j'avais vraiment tout oublié. Ça peut être quand même un peu compliqué, sauf si vous êtes américain et que vous partez du postulat, comme beaucoup d'Américains, de départ, que tout le monde parle votre langue. Voilà, ils comprennent pas que d'autres gens ne parlent pas leur langue, et donc vous parlez anglais à tout le monde sans une minute penser que les gens derrière ne parlent pas. Moi, je suis toujours impressionné par tous ces Américains que je vois qui font mais aucun effort, qui parlent anglais à tout le monde, sans faire d'effort en plus, de vitesse, etc., pour que le mec te comprenne en face. Les mecs sont en vacances ici au Japon et ils parlent à un vendeur en anglais, même pas, ils font un effort, un bonjour en japonais, puis ils arrivent même pas à comprendre qu'en face le mec ne le comprend pas. C'est-à-dire, ça leur vient même pas à l'idée. C'est genre pour eux, non, tu parles anglais. Tout le monde parle anglais. C'est les États-Unis, c'est partout. Non mon gars, l'anglais, tout le monde parle pas anglais, hélas. Puis toi, tu parles pas d'autres langues, donc ne rabaisse pas les gens en face non plus, s'il te plaît, parce que souvent l'américain sait parler que sa langue et sait pas en parler d'autres. Bien sûr, on généralise, hein, c'est pas le cas de tous les Américains, etc. On est obligé un peu de généraliser un peu, mais c'est vrai que moi, c'est toujours un truc qui me choque, qui est pas fait de façon méchante, hein, mais de voir tous ces touristes qui viennent et qui parlent direct en anglais aux vendeurs, comme ça, sans essayer de comprendre, sans essayer de demander est-ce que c'est bon pour l'anglais. Moi, je sais pas, le premier truc à me demander, c'est je demanderai à la personne est-ce que vous comprenez l'anglais, même en anglais, hein, parce qu'on sait pas le dire en japonais. Mais non, il parle, blablabla, blablabla. Mais mec, en face, le mec, il sait pas parler ta langue, calme-toi, tu t'es cru où, t'es pas chez toi. Mais bref. Si t'es pas américain, voilà, et que tu ne peux pas, que tu n'as aucun problème pour parler anglais à tout le monde en pensant que tout le monde parle anglais, forcément au début, si tu arrives et que tu ne parles pas japonais, tu vas, et que tu en as conscience, que les mecs en face parlent pas japonais, parlent pas autre chose que le japonais, va y avoir, oui, un peu des frictions. Si vous êtes en plus un peu timide, ce qui est le cas de beaucoup de gens, vous allez parfois être limité pour faire des trucs basiques, vous allez vous limiter en fait. Vous n'allez pas oser rentrer dans un restaurant, dans un café, dans une boutique par peur de qu'est-ce que je vais dire, comment je vais parler, qu'est-ce qui va se passer. C'est totalement naturel. Hein. Demander quelque chose pour avoir une info, parce que vous pourrez pas déjà, vous savez pas parler, vous pourrez pas demander cette question, poser cette question, puis vous comprendrez encore moins la réponse. Et du coup, vous allez pas vouloir le tenter aussi en anglais parfois parce que vous allez un peu peur, puis vous savez que la personne en face va pas forcément parler anglais, puis si elle vous répond en japonais, qu'est-ce qui se passe, etc. Bref, vous allez être limité sur des activités où vous ne seriez pas limité avant. Surtout si vous êtes timide et que vous allez pas oser au départ. Et ce qui est normal, hein, c'est vraiment normal. Cependant aussi, je pense que ça peut vous donner un coup de pied au cul. Parce qu'au bout d'un moment, vous en aurez marre sûrement. Bon, après, ça va dépendre de votre caractère. Hein, mais ça peut pousser certains, je pense, timides à l'être un peu moins ce genre d'expérience et à oser un petit peu plus. Surtout au Japon, où j'ai envie de dire que quand je compare mon expérience en Angleterre et au Japon, en Écosse, quand j'essayais de parler, etc., souvent, j'avais des gens pas très aimables en face. Des murs, des gens qui font « Mais à quoi tu parles pas? Je comprends pas ce que tu dis. Ah, c'est chiant. » Voilà. Pour résumer, mais c'était un peu ça. Alors qu'au Japon, les gens sont gentils en général. Donc vous n'allez pas avoir ce côté un peu agressif, ce côté genre j'ose pas parce que derrière les gens vont être un peu, il va y avoir de l'agressivité, j'ai pas envie de me prendre la tête. Non, tout ça, ça n'existera pas trop parce qu'ici, voilà, il y a quand même ce côté un peu poli qui fait que ça passe plus simple. Moi, j'ai toujours eu plus de facilité à parler en japonais alors que je parle pas du tout au Japon que de parler en anglais en Écosse alors que je parle quand même beaucoup mieux que le japonais. C'est étrange, mais c'est aussi à cause du retour finalement des gens en face de vous. Mais cependant, moi, comme je vous l'ai dit, je suis allé à l'école, donc j'ai appris des bases petit à petit qui permettent justement de se débrouiller dans un restaurant, de commander, d'avoir les bons verbes, etc. Mais on apprend aussi au quotidien finalement. Je me souviens que mes débuts, j'écoutais beaucoup les autres, les phrases à la con. J'avais aussi sympathisé avec du staff d'un coffee shop qui parlait pas du tout anglais, hein, mais qui m'ont appris, et on a réussi à échanger un petit peu comme ça, des expressions, des petits mots, des trucs, puis j'ai commencé à comprendre 2-3 choses, du genre okawari, car ça, je l'ai pas appris à l'école. Mais un jour, une barista m'a demandé okawari et je comprenais pas ce qu'elle voulait, etc. Et au bout d'un moment, elle m'a fait comprendre qu'en gros, et on a réussi à échanger et à comprendre, même s'il n'y avait pas l'anglais, qu'elle me demandait si je voulais recommander, si je voulais la même chose.
Et bah ça, voilà, j'avais pas la traduction exacte de ce mot-là, mais en gros, c'était à peu près ça. Et pour dire un autre SVP, en gros, un autre café. Encore un, voilà. Vous voyez le topo. Et bon, bah j'ai appris ce mot. Et comme ça, mine de rien, ce genre d'expérience fait que ça reste dans la tête chez moi. Puis maintenant, je peux utiliser Okawari de temps en temps. J'avoue, je n'utilise pas tellement tant que ça. Mais de temps en temps, je vais redire Okawari, où ça m'est arrivé que parfois, dans des cafés ou des restaurants, on me le demande. Et que je sache, du coup, maintenant, ce que ça veut dire. Donc, on apprend comme ça des choses du quotidien. Voilà. L'idéal, c'est aussi de partager avec quelqu'un d'autre qui a la même expérience que vous, qui vous aidera, hein, ou quelqu'un qui sait déjà parler japonais, hein, un francophone par exemple qui sait déjà parler japonais. Ça permet d'échanger aussi des bons tips. Je me souviens que par exemple que mon binôme, lui, il avait appris kekodes, qui est la façon polie de dire non merci. Et du coup, on était super content d'utiliser par exemple au supermarché et de voir les vendeuses être là genre oh bah, ils connaissent kekodes, parce que ça normalement le gaijin il connaît pas, il va pas dire kekodes quand on dit oui, on dit non, voilà. Mais on dit pas un truc d'une forme polie de non, c'est une forme polie pour dire non, on va juste dire ie pour dire non, et c'est ce que je disais au départ. Et puis maintenant bah voilà, ça m'arrive parfois de dire kekodes, même si le japonais de base va pas forcément répondre ça non plus à la vendeuse de supermarché. Mais voilà, c'est marrant. Et effectivement, c'est le genre de truc qu'on peut échanger avec quelqu'un d'autre qui va avoir d'autres expériences, d'autres recherches, et du coup bah, apprendre des nouveaux mots comme ça. Et donc bah voilà, c'est le IE pour répondre, ou alors le fameux aussi daijobu, qui doit être le mot le plus utilisé je pense par les gaijins comme moi qui parlent pas trop. C'est un peu le mot fourre-tout qui veut tout dire et rien dire. J'en parlais avec un ami il y a pas très longtemps, mais c'est vrai que c'est le mot qu'on utilise tout le temps. On vous demande si ça va, daijobu. On demande si tu veux ton ticket de caisse, daijobu. En gros, ça veut dire c'est bon. J'ai l'impression, en fait, j'ai pas vraiment d'analyse là-dessus de la vraie traduction étymologique du mot. Comme vous le savez, moi, la langue, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, je l'utilise sans problème pour du positif, du genre ouais, c'est bon. Comme un non, c'est bon, j'ai pas besoin. Bref, on s'adapte assez vite. Et finalement, pour survivre, on va dire, il n'y a pas besoin de savoir tant de choses. Savoir commander, voilà, au Japon, savoir dire sumimasen pour que la commande arrive, pour que quelqu'un vienne vous prendre votre commande. Connaître un ou deux mots de vocabulaire, genre de savoir dire le café, genre les plats que vous aimez, que vous mangez, dire merci s'il vous plaît, savoir demander l'addition, et puis avec quelques mots finalement dans la vie de tous les jours vraiment, on s'en sort. Bien sûr, il y a plein de moments où des choses de base, on va vous parler, voilà, mais vous comprendrez rien du tout. Mais dans ce cas-là, moi je fais oui, voilà, je dis oui, moi, tout simplement, et je bouge la tête, genre ok, la plupart du temps ça peut passer, mais on va dire qu'il y a deux solutions. Soit ça passe, et je pense que la personne en face a compris que vous n'avez pas trop compris, mais que c'est pas grave, et donc elle passe à la suite. Soit bah, elle attend une réponse, et là, forcément, ça se complique un peu. Et dans ce cas-là, bah, il faut sortir, hein, j'ai pas compris, par exemple. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de sortir. Et souvent, là, ça va se compliquer, car le japonais, plutôt de voir qu'il y a une impasse et dire, bon, bah, on va se débrouiller, hein, voilà, on va pas avoir la réponse, donc il n'y a pas vraiment le choix. Donc on va pouvoir attendre, voilà, on pourrait se dire, voilà, de toute façon le mec il comprend rien, donc passons à autre chose. Mais parfois le japonais, dans d'autres situations, bah, le mec, il va pas faire l'effort, il va continuer de vous poser la question. Alors parfois je peux comprendre, hein, parce qu'il a besoin d'une réponse, donc je comprends, le mec a vraiment besoin d'une réponse pour faire la suite, mais parfois tu sais que la personne en face, elle comprend pas, et que peut-être bah, tu vas pas faire exactement ce qu'elle voulait, mais bon, tu prends l'initiative, parce qu'il n'y a pas d'issue finalement, vous n'allez pas vous comprendre, vous n'allez pas pouvoir communiquer. Et si la personne en face de vous, voilà, elle est pas trop bête, elle va pas vous en vouloir, voilà. Donc parce que vous avez fait un truc et parce qu'elle savait qu'elle n'était pas communiquée. Mais ça, le japonais, prendre des initiatives, c'est pas vraiment dans leur ADN. Du coup, parfois, il y a des moments vraiment awkward, vraiment un peu bizarres, où bah, ça dure longtemps, où on se parle, où il n'y a pas trop Enfin, on se parle pas justement, c'est une personne qui va vous poser des questions, qui vous regarde, qui vous pose des questions, puis là vous vous dites je comprends pas, désolé, c'est mimasen, qu'est-ce que tu veux, je sais pas quoi. Et le mec continue, et puis vous avez l'impression que ça va jamais se terminer. Bon, ça se termine toujours, hein, je vous rassure, mais parfois c'est des longues minutes, un petit peu, surtout si vous êtes timide, ça peut être vraiment dur pour vous, mais bon, après il faut pas trop se prendre la tête, hein, c'est comme ça, puis encore une fois je vous dis, ils sont pas méchants, donc il n'y a pas un stress supplémentaire par rapport à ça, même si parfois on sent un peu de l'agacement, hein, en face du japonais, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais dans l'ensemble, ça passe. Puis de toute façon, vous le savez, hein, faut se mettre dans la tête que vous êtes là, que vous comprenez pas. Donc vous mettez pas trop de pression, c'est comme ça. Et puis voilà, moi j'ai jamais eu de gros problèmes au final, à cause du fait de ne pas pouvoir parler et de pas vraiment réussir à se comprendre. Après, je l'avais dit, hein, je conseille pas de venir les mains dans les poches et de venir sans savoir parler. Surtout si vous voulez vous installer à long terme. Je suis vraiment pas un bon exemple, clairement.
Vous pouvez par contre venir et vous motiver pour apprendre la langue et ne pas perdre du temps. Voilà, venir quand même au Japon et apprendre la langue. Et puis c'est rigolo comme expérience, honnêtement, d'arriver sans savoir parler. Moi, ça m'a fait plein d'anecdotes. J'ai vraiment de bons souvenirs, de trucs un peu stressants parfois, mais dans l'ensemble, c'était vraiment chouette. C'est une découverte qui est chouette d'arriver en n'ayant pas de repères, en étant perdu, plein de trucs qu'on comprend pas. C'est assez chouette. Et puis si vous venez quand même sans savoir pris la langue avant, ça permet de ne pas perdre du temps et puis on apprend mieux en étant sur place, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des gens qui vivent au Japon depuis 20 ans, 30 ans et qui parlent pas le japonais, ça existe, hein. Et ils vivent très bien comme ça. Il va falloir accepter que votre vie, elle sera pas intégrée au Japon. Alors attention, hein, j'en vois aussi à l'inverse qui vont dire «Ah, mais tu parles pas le japonais, tu loupes tout au Japon, je vois pas l'intérêt, ça sert à rien». Déjà, chacun fait ce qu'il veut, hein, et s'il a envie de vivre comme ça, il vit comme ça. Oui, c'est sûr qu'il va louper des trucs, la personne, celui qui va rester pendant 20 ans à 30 ans sans avoir parlé, il va louper plein de conversations, plein de choses, plein d'expériences, sans avoir parlé le japonais, forcément c'est limitant, même culturellement. Mais est-ce que c'est si grave ? Moi personnellement, je pense pas. C'est un choix tout simplement. S'il n'y a pas de complications pour lui et que cette vie lui convient, qu'est-ce que ça peut foutre aux autres gens qui vivent comme ça ? C'est pas très grave. Mais c'est clair que pas parler, vous allez louper des choses. Ces gens-là ont raison. C'est quand même des complications aussi, du stress parfois. C'est le fait d'être un peu seul aussi, de se sentir seul forcément, sauf si vous vous entourez de gaijin. Mais ça peut être un choix, hein, d'avoir que des amis gaijin, ou à la limite de trouver des japonais qui parlent anglais, mais c'est un peu plus compliqué. Ça peut être un choix de vie. On peut avoir que ça, hein, que des amis gaijin, c'est pas un souci. Hein. Et puis vivre comme ça. Mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on va louper des occasions de discuter avec des gens qu'on peut peut-être trouver intéressants quand on va les rencontrer, mais on pourra pas. Et puis forcément, nous, on va passer pour quelqu'un d'un peu acariade, un peu asocial, parce que on fera pas les efforts non plus pour parler avec les gens. Mais c'est un effort qui est pas aussi donné à tout le monde de savoir parler la langue. Mais pour mon cas personnel, de ma vie de tous les jours, j'ai vraiment pas de complications, il faut l'avouer, parce que c'est des habitudes. Des trucs basiques. Les phrases sont toujours les mêmes pour savoir si vous voulez un sac ou pas au combini, si vous allez payer par carte, s'il faut taper votre code. C'est des phrases que vous comprenez assez rapidement, puis vous les voyez tous les jours, vous comprenez à force une situation, la première fois vous n'allez pas comprendre, puis à force vous allez l'avoir une deuxième fois, une troisième fois, puis vous comprenez que quand on vous dit ça, il y a ça qui se passe. Donc finalement, c'est toujours les mêmes choses. Puis j'arrive à comprendre aussi quand même des mots, des phrases, j'ai pas tout perdu de mon japonais, j'arrive à comprendre parfois des phrases de base ou autres dans des annonces, etc. Donc je comprends. Vraiment mon quotidien, c'est pas pénalisant, c'est pas de stress, il n'y a rien du tout qui se passe, ça va, c'est tranquille. Et même je dois l'avouer, hein, moi je trouve que ça a un certain charme et un certain calme. Je comprends pas ce qu'on raconte autour de moi finalement. Et du coup, je suis pas parasité par des discussions à la con, qui est un truc qui moi m'agaçait de plus en plus en France, les discussions des gens, etc. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'ai un petit problème avec tous ces gens qui t'expliquent comment faut vivre, ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Sans analyser, sans mettre de grille souvent. Hein. Souvent les gens qui sont le cœur sur la main et qui ont des belles intentions, qui vous expliquent qu'il faut sauver la planète, etc. Ils ont souvent du mal à mettre du gris. Et en gros, c'est leur vision et pas d'autres. Puis ils peuvent pas comprendre qu'il y a d'autres gens qui ont des visions qui peuvent être un peu différentes ou qui n'ont pas le même avis, qu'il faut le respecter, que voilà, c'est comme ça, c'est pas génial, mais c'est comme ça. Et moi, souvent, c'est le genre de truc qui m'agace. Puis d'entendre les conversations, on vient pas me parler moi, mais je vais les entendre à côté. C'était fatigant, ça me fatiguait un peu. Et c'est vrai que quand je suis allé au Japon la première fois et que j'étais dans un univers, dans une bulle finalement, où je comprends rien, j'avais trouvé ça très reposant, très relaxant. C'est pour ça que perso, j'aime pas trop être dans un café où je vais entendre parler anglais et français, des langues que je comprends. Car ça vient un peu parasiter cette petite bulle de calme que j'apprécie vraiment et que j'ai finalement en comprenant aucune conversation. C'est un peu abstrait, hein, mais je vous assure, c'est très apaisant de ne pas avoir des conversations externes qui parasitent votre cerveau. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Mais donc, vous l'avez compris, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de stress. Bien sûr, il y a de la fatigue parfois et du stress en plus que votre vie habituelle que vous auriez eu en France, car vous êtes confronté quand même régulièrement à des choses que vous ne comprenez pas, à des lettres que vous allez devoir traduire, que vous allez recevoir, à des situations où vous n'êtes pas sûr, ou voilà, ça vous rajoute quand même quelques petites complications. Mais comme je disais tout à l'heure, je passe aussi à côté de plein de choses, j'en ai conscient, hein, que ce soit des amitiés ou des rencontres, comme des lieux aussi sympas à faire, des petites choses à faire avec des petits panneaux qui m'auraient indiqué que tiens, qu'il y avait ce truc-là qui aurait été sympa à faire et que moi je vais pas comprendre et je vais pas voir parce que faut savoir parler. Ou par exemple, je sais pas, si je voulais discuter avec quelqu'un, je sais pas, un tenancier d'un café ou d'un restaurant, qu'il a un truc secret ou qui connaît tel machin et autres, je vais pas pouvoir parce que je peux pas lui parler avec lui, donc on va pas pouvoir échanger, même s'il va pas pouvoir me trouver sympathique, parce que souvent les gens me trouvent sympathique sans me jeter des fleurs, hein, mais je sais que les gens je suis plutôt sympa, vous aimez bien écouter ce podcast, je pense aussi, c'est parce que vous me trouvez plutôt sympathique, donc je sais qu'en général les gens m'aiment bien.
Mais voilà, ça, je peux pas l'échanger facilement avec les gens parce que je peux pas être moi-même, je ne peux pas discuter, je peux pas échanger et faire ce que j'ai l'habitude de faire et de pourquoi on me trouve sympathique en ne parlant pas la langue. Et pour les amitiés, justement, c'est frustrant. J'ai toujours l'impression d'avoir deux états au Japon quand je rencontre des gens. Soit j'ai l'air d'un autiste qui comprend rien, qui est bête comme son cul, voilà. Car oui, quand vous savez pas répondre, alors attention, j'ai dit qu'un autiste était bête, vous le savez, hein, c'est pas ça, on va pas non plus. Et vous savez, j'aimais bien généraliser, mais bien entendu, hein, on va pas dire que les autistes sont des gens bêtes, etc. Mais c'est l'expression d'être un autiste, hein, pas un autiste en tant que tel. Mais bref, soit j'ai l'air vraiment d'un autiste qui a pas envie de parler, qui est là, qui est dans sa bulle, qui veut parler à personne, qui est non, non, surtout, me parlez pas, un truc. Et c'est quelque chose voilà, que vous renvoyez aussi à la personne qui comprend pas, surtout si vous avez baragouiné quelques mots de base avant en japonais et que vous expliquez que vous vivez ici depuis, je sais pas, un an, mais que vous êtes incapable de répondre à ces questions. Pour lui aussi, c'est compliqué de se dire, ça fait un an que t'es là, tu parles pas. Moi, je me souviens qu'il y avait des Japonais qui comprenaient pas quand je leur disais ça faisait un an que j'étais au Japon et que il fallait plus d'un an pour apprendre le japonais. Surtout que j'ai souvent vu des Japonais venir en France et genre, en bout de 3 mois, les mecs, ils parlaient quand même assez bien français. Et moi, c'est un truc qui m'épate. Alors, je me trouve pas spécialement stupide en langue, je suis pas bon du tout en langue, ça je le sais, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont mon niveau, hein, donc qui ont les mêmes problèmes que moi. Et que c'est plus général d'avoir des gens qui ont du mal que des gens qui vont être très très bons en japonais, qui vont en 2 ans être totalement bilingues, partir de zéro et être JLPT2, JLPT1 facile. Ça, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu, mais j'en ai pas vu beaucoup. Donc pour pas mal de gens, je pense, vous passerez pour un idiot. En tout cas, vous aurez un ressenti comme ça, vous. Peut-être qu'eux, ils le ressentiront pas, mais vous aurez ce ressenti-là. Quand je parle de Brian, par exemple, qui parlait pas au bout de 6 mois, souvent on le prenait pour un débile. Sauf que Brian, c'est un mec, il est hacker professionnel. Et quand je dis hacker professionnel, le mec, il travaillait pour des très grosses boîtes aux US, qui le prenaient parce que le mec était vraiment un super hacker. Et je pense que les 3 quarts des gens qui m'écoutent sur ce podcast savent à peine mettre un truc en gras en HTML. Donc c'était quand même déjà quelqu'un qui a un très très bon niveau dans son domaine d'expertise. Il a ouvert son business au Japon. Oui, il est venu à l'école, il était très très nul en 2018, il y vit depuis 2018 et il a ouvert son business au Japon alors qu'il savait pas aligner 2 mots au bout d'un an. Brian est peut-être débile, mais il a mieux réussi que 90% des autres élèves de ma classe. Comme quoi, oui, il était peut-être débile en japonais, il était peut-être très mauvais pour apprendre des langues, mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un d'idiot. Voilà, c'est ça que je veux aussi vous garder en tête, c'est que souvent on a la moquerie facile. Et moi je sais que par exemple ce Brian, moi aussi ça me faisait marrer de le voir galérer à pouvoir dire 2 mots, t'as envie de dire putain mec c'est 2 mots quand même. Mais je savais qu'au fond de moi, je me disais oui mais ce mec là il est pas idiot, c'est juste que ce truc là il a du mal, il a vraiment du mal. Faut toujours garder un petit peu ce petit côté là. Bien sûr, on a le droit de se moquer avec ses potes, de faire quelques trucs parce qu'il y a des trucs marrants. Tant que c'est pas méchant et que c'est pas envers en face de la personne, pour moi ça va. Mais il faut aussi garder en tête que même si on se moque, et qu'on se moque pas en face de lui, mais qu'on se moque un peu, il faut garder en tête que cette personne-là est peut-être 10 000 fois plus futée que vous, ou que dans plein d'autres domaines, et qu'au final, il galère juste là-dedans, et puis que ça arrive. Il y a des choses qu'on sait pas faire, il y a des choses où on n'est pas bon, c'est comme ça. Mais bon, les Japonais, souvent, quand vous allez leur parler, je sais pas si c'est ce qu'ils vont ressentir, mais moi, en tout cas, parfois, c'est ce que je ressens. Je me dis, il doit penser vraiment que je suis un mec idiot et que je suis pas capable. Et puis, il y a des gens même qui me l'ont fait remarquer, hein, qui m'ont dit, mais ça fait 1 an ou 2 ans que t'es là et tu sais pas parler. Comment ça se fait? Ça se fait que voilà, c'est pas mon truc et qu'en plus, j'ai pas fait les efforts aussi, il faut l'avouer, hein, depuis quelques temps pour le faire. L'autre mood, c'est le fait de passer pour un antisocial, qui perd pas son sang-froid, celui-là. Car oui, on vous parle, vous répondez par un ou 2 mots comme ça, et puis souvent, vous n'allez pas relancer la conversation. Vous parlez longtemps. Pas parce que vous n'avez pas envie, hein, mais juste parce que vous pouvez pas le faire, tout simplement. Du coup, au bout d'un moment, vous vous repliez un peu sur vous-même dans ces conversations, vous allez mettre rapidement la fin à cette conversation, voire vous n'allez pas forcément les lancer. Vous n'allez pas lancer une conversation. Donc j'ai l'impression de passer là aussi pour un autiste qui veut pas parler. J'aime bien le mot autiste. Le mot autiste qui veut pas parler, alors que c'est juste que je ne peux pas. Moi, j'adore discuter, je suis quelqu'un de très social normalement en général, mais quand c'est pas dans ma langue, moi j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Bref, même si on peut vivre sans parler, on peut vivre entouré de gaijin, faire les démarches administratives aussi, on peut, hein, avec un peu de complications. Il y aura pour beaucoup, et pour moi, hein, c'est le cas, de la frustration de ne pas pouvoir être soi-même finalement, parce que c'est ça. Car au final, on n'est pas soi-même quand on ne peut pas parler et exprimer ce qu'on veut exprimer. On ne peut pas montrer aux autres qui on est. On ne peut pas faire les choses qu'on ferait habituellement, car il y a une grosse barrière qui est présente. Il faut aussi mettre dans le contexte que j'ai pas besoin d'avoir d'interaction avec des Japonais, dans le sens où je travaille en remote pour une boîte canadienne, j'ai pas un environnement de travail japonais, je vais pas au boulot au Japon. Je pense que si j'avais un environnement de travail japonais, je le vivrais pas pareil. Sûrement que je m'améliorerais en japonais, c'est sûr, parce que je devrais pratiquer. J'aurais pas le choix en gros, hein, mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus de stress au quotidien. Moi, mes interactions avec le japonais se résument à quand je sors l'après-midi pour aller au café, ou les week-ends quand je vais prendre le train et que je vais faire du shopping, ou alors me balader. Voilà, c'est juste ça.
Bon, je mens, parce qu'il y a aussi toute la partie administrative au début qui est compliquée. Je vous en ai parlé dans les hors-sujets Road to Japan, n'hésitez pas à les réécouter. Mais voilà, ensuite, pareil, ça se traînise en quelque sorte, même les trucs administratifs. À part quelques petites surprises, des lettres imprévues, etc., des trucs à régler. Mais dans l'ensemble, voilà, une fois qu'on a réglé le gros, après, c'est des trucs un peu quotidiens qui arrivent. Bon, il y a eu l'histoire d'hôpital, par exemple, dont je vous ai fait un podcast aussi, qui est un bon exemple de complications imprévues dans votre train-train, qui vient vous remettre à la face que, sans le japonais, c'est quand même plus compliqué, des choses simples peuvent vite vous stresser, vous ramener du stress. Pour l'instant, j'ai jamais eu de choses vraiment trop compliquées, mais c'est sûr que ça va vous ramener du stress. Ça va vous ramener du stress, même si vous le ressentez pas, etc. Ça va vous ramener du stress, puis suivant si vous êtes quelqu'un qui a accepté plus ou moins le stress, ça peut être beaucoup. Moi, je sais qu'on est tous différents. Il y a des gens, par exemple, pour qui venir s'installer au Japon et faire l'école, moi, c'était pas un stress de venir faire l'école à la base. C'était une aventure. Mais pour qui il y a des gens où c'est waouh, c'est le truc de leur vie, c'est la panique, quoi. C'est vraiment la panique, puis ils ont vraiment très peur. Parce qu'on est tous différents là-dessus. Et puis il y a des gens qui s'en foutent complet, qui vont parler avec tout le monde, comme je vous le dis, même s'ils parlent mal, et ils s'en foutent. Ils y vont, puis ça leur va bien. Puis ils ont raison, hein, parce que finalement, ceux finalement qui arrivent à mieux apprendre, à mieux se développer, etc. Mais faut savoir que quand tu fais ça, forcément, tu fais chier aussi d'autres personnes qui comprennent rien. Les Japonais derrière, ils en ont rien à foutre que tu leur baragouines des mots qui veulent rien dire. Mais est-ce que c'est grave ? Je pense pas, et donc je pense que ces gens ont raison, surtout quand on va dans des bars, par exemple, comme je vous le disais, aller boire des coups et aller parler avec des mecs bourrés, finalement, c'est pas si mal, quoi. Vous n'allez pas les faire chier plus que ça, quoi. Puis souvent, en plus, ils vont être très contents de parler avec un gaijin, même s'il comprend rien, puis de toute façon, s'il a pas envie de vous parler, il vous parlera pas, hein, tout simplement. Mais voilà, de faire des choses en japonais, parfois, ça va vraiment... Enfin, le fait d'avoir des complications avec des trucs classiques que vous alliez faire en France, où il y aurait peut-être même déjà des complications à le faire en français, et que là, vous rajoutez le japonais, ça va vous rajouter du stress. Mais la morale quand même du truc, c'est que pour l'instant, en ayant fait plus de 2 ans maintenant, cumulé au Japon, sans les voyages, hein, j'entends, je m'en suis toujours sorti. J'ai pas eu de gros problèmes insurmontables, mais je le redis, hein, j'ai pas eu à vivre dans un environnement de travail japonais. Peut-être que j'aurais pas le même discours avec ça. Je sais très bien que l'environnement de travail en japonais est souvent la cause numéro 1 du retour en France ou ailleurs, hein, des gaijins, et du désamour avec le Japon. Alors non pas à cause de la langue, mais vous savez que le monde du travail au Japon, c'est compliqué. Je vous en ai parlé maintes fois. Pour l'instant, je ne perçois pas le fait de ne pas parler japonais comme un blocage, un truc qui me complique ma vie totalement. Bien sûr, j'ai très envie de parler japonais, hein. Dans mes rêves les plus fous, dans quelques années, je serai bilingue. Mais bon, il va falloir que je fasse quand même de sacrés efforts, hein, pour ça, hein. J'en suis très loin. Et je ne les fais pas pour l'instant. Comme je vous dis, là, je travaille, je sors, je me nourris, je profite, j'ai une copine, et je gère tant bien que mal mes trucs administratifs. Bref, je peux vivre sans problème. Et même si à long terme, je pense sincèrement qu'on peut vivre sans parler la langue, qu'on peut se faire son cercle d'amis qui parlent que anglais ou français, hein, qu'on peut vivre tranquillement en n'ayant que quelques bases et en acceptant qu'il y aura parfois des frustrations, des complications, ça reste totalement faisable, et pas faisable en mode survie, hein, mais vraiment en mode on peut bien vivre. Mais perso, oui, parce que ce podcast parle de moi, hein, n'oubliez pas, hein, j'aimerais quand même un jour être capable de communiquer avec des Japonais, de pouvoir m'exprimer plus comme je m'exprime, même si mon second degré ne passera, mais alors sûrement pas pour les Japonais, je le sais pertinemment. Et puis un des gros problèmes pour moi, c'est le travail aussi, mine de rien. Parce que pour l'instant, je suis donc en remote avec le Canada, mais si un jour ça s'arrête, puis ça s'arrêtera forcément un jour, je vais pas travailler 20 ans avec eux, c'est sûr, ça sera forcément compliqué pour moi. J'aurai des solutions limitées pour travailler. En gros, soit je devrais lancer mon business, oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais bon, il faudra trouver quelque chose à faire avec l'étranger, donc avec les Français, etc., ou à l'étranger. Ça peut être guide, ça peut être vendre quelque chose à l'étranger, j'en sais rien. Parce que si on parle pas japonais, on va pas pouvoir faire du business avec des japonais. Ou travailler en remote, comme maintenant, mais il faut trouver une boîte qui accepte du full remote, avec des horaires décalés. On nous a bassiné après le Covid que le remote, c'était super, c'était l'avenir. Sauf que vous le savez, quand vous regardez un peu les offres d'emploi, souvent, c'est oui, on est remote friendly, on t'offre 2 jours. 2 jours, moi, ça va pas, je vais pas revenir, je vais pas faire des allers-retours France-Japon tous les 3 jours. Désolé pour un petit bruit, je viens de toucher quelque chose. Et puis voilà, de trouver un boulot comme ça peut se faire, mais ça se fait pas en claquant des doigts, ça peut être compliqué. Mais clairement, je pourrais pas être un employé classique, car les 3 quarts du temps, on va vous demander de parler japonais pour un vrai travail. Alors quand j'entends un vrai travail, je veux dire pas un petit boulot, un baito, c'est-à-dire pas où on acceptera là que vous parlez pas. Genre si vous faites la plonge, vous faites le ménage dans un hôtel. J'en ai parlé il y a pas longtemps à quelqu'un qui me disait mais je parle pas japonais, faudrait que je me trouve un boulot parce que là mes économies elles sont un peu compliquées. Quelqu'un qui est étudiant, je lui dis mais tu peux trouver, t'inquiète. Moi je connaissais plein d'étudiants qui peuvent travailler dans un hôtel, qui peuvent aller à la plonge. Bon. Là aussi, il y aura un peu de la frustration, de la complication, c'est du stress d'aller travailler sans parler la langue avec que des gens qui parlent à côté dans la langue. Au début, c'est du stress, puis après, c'est comme tout, c'est du quotidien. Puis une fois qu'on s'habitue au quotidien, on a les bases et puis on peut se débrouiller avec les bases, tout simplement. Mais clairement, je pourrais pas être un employé classique, car les 3 quarts du temps, on va vous demander de parler japonais, voilà, tout simplement.
Et les offres que j'ai vu passer de boulot dans mon domaine, on demande toujours anglais et japonais. C'est rare qu'on accepte que l'anglais. Et puis mon niveau d'anglais, en plus, ne me permet pas non plus de travailler juste en anglais. Donc, j'ai pas vraiment de questions à me poser là-dessus finalement. Bref, ça m'apportera des complications dans le futur, c'est sûr. Ou bien des limitations vraiment limitantes. Mais c'est pas insurmontable non plus. Après, comme je vous l'ai dit, hein, j'aimerais bien m'améliorer. Mais le manque de temps et puis la motivation aussi, c'est compliqué. Surtout quand les langues sont pas forcément votre point fort. Mais j'aimerais quand même travailler et je pense que je vais essayer de focus un petit peu. On verra si ça marche. Parce qu'il y a plein de gens, hein, j'ai déjà essayé plein de fois. J'ai des amis aussi qui essayent de s'y mettre. Mais c'est compliqué si vous en faites pas tout le temps, tous les jours, que vous n'êtes pas dans cet environnement, que vous n'avez pas un temps plein là-dessus. C'est vraiment compliqué d'arriver à s'améliorer dans les langues. Surtout quand les langues, c'est pas votre fort. Mais je me dis aussi que dans ce podcast, parce qu'on arrive à la fin, je suis pas allé dans les détails et peut-être que vous voudriez savoir comment ça se passe vraiment pour tel ou tel truc précis, genre pour aller acheter du pain ou pour quand tu as envie d'aller faire pipi dans un magasin, je sais pas, il y a peut-être des choses comme ça qui vous viennent en tête, des choses auxquelles je pense pas du tout parce que moi c'est mon quotidien donc je me pose plus ces questions, mais peut-être que vous il y a des questions comme ça où vous vous dites ah ouais mais ce truc là, comment il fait, ça va être compliqué, bref. N'hésitez pas à me poser ces questions-là si vous les avez sur Instagram. Mon Instagram, c'est NGE. Vous pouvez me suivre dessus et me poser des questions. Je mets du temps parfois pour répondre, mais j'essaye de répondre. Si je ne vous réponds pas au bout de 2 semaines ou 3 semaines, n'hésitez pas à me relancer. Hein, ça peut arriver, puis parfois je loupe le message. Il y a aussi mon Twitter, c'est Kitsune Dandy, KITSUNEDANDY. Je mettrai ça dans la description de l'épisode. C'est aussi le nom de ma chaîne YouTube pour ceux qui suivent les vidéos. Bref. N'hésitez pas à me poser ces petites questions si vous avez des questions précises là-dessus et je pourrais y répondre plus en détail dans le prochain épisode par exemple ou même si vous avez des questions qui n'ont rien à voir mais auxquelles je peux répondre. Alors parfois je sais qu'on m'avait demandé des questions genre qu'est-ce que tu penses de la robotique au Japon au niveau de... Je peux pas répondre à des choses que je connais pas, voilà, je vais pas vous faire du bullshit, mais si vous avez des questions sur lesquelles je peux répondre, que ce soit des questions sur le voyage ou sur la vie au Japon, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir vu que maintenant les podcasts sont un peu plus dans le genre hop on est en freestyle. Je pourrais en parler pendant un épisode, il n'y a aucun souci. Mais sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et de kiffer comme d'habitude. Je vous dis donc, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Oui, on dit ciao, bye bye, matane. 泣かない。キラリキラ